l'intervention qui m'a été demandée s'intitulait « Laïcité, nation, démocratie ». Donc je vais traiter ce sujet-là. Alors, pour traiter un sujet de cette... il faut commencer par définir l'ensemble de ces mots. À partir de maintenant, chaque fois que j'interviens, je commence par les définitions. Je l'ai expliqué un peu pour ceux qui étaient là hier soir, au film sur Louise Violet. C'est qu'on a vécu 2 siècles avec, par exemple, une définition de la laïcité acceptée par tout le monde. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Jean Jaurès était pour, le pape était contre. Mais on avait la même définition. Ce qui est nouveau dans la période, c'est que tous les mots qui sont utilisés, on est en désaccord sur la définition de l'ensemble des mots. Ce qui fait que des mots comme laïcité, liberté, égalité, république, peuple, nation, n'est pas perçu de la même façon par tel ou tel individu. Donc ça veut dire que lorsqu'on emploie ces mots sans définir les définitions, c'est comme si on parlait une langue étrangère. Donc je vais commencer par définir ces mots. D'abord, laïcité. 4 items. Premier item, liberté de conscience. Deuxième item, universalité du droit. C'est-à-dire que la laïcité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une petite partie. Troisième item, c'est la loi de séparation. D'un côté, la société civile, de l'autre côté, la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés, école, services publics, sécurité sociale. Pourquoi je définis l'ensemble de ces choses-là? C'est que la définition historique de la laïcité, c'est jamais une interdiction générale au nom de la laïcité. Si la burqa et le niqab sont interdits sur la voie publique, ce n'est pas au nom de la laïcité. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction dans la rue et dans la plage. Quoi qu'en disent certains. Donc, la question est, c'est qu'il y a des endroits où il y a interdiction, et en plus, cette interdiction dans le domaine de l'école, dans le domaine des services publics, dans le domaine de la sécurité sociale, et puis toute la sphère de l'autorité politique, c'est dans ces sphères-là qu'il y a des interdictions. Et c'est grâce à ça que nous avons maintenu la laïcité malgré les reculs. Pourquoi? Grâce à la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, et de ses articles 9.1 et 9.2, qui ont permis de maintenir la laïcité en France, malgré les dérives, y compris de l'ensemble de nos gouvernements depuis plusieurs décennies. Et le 4e item, c'est que ce qui nous réunit, c'est un lien politique. Quand on est l'île-mère, par exemple. Mais ce lien politique ne demande aucun lien religieux préalable. Et dans la définition de la laïcité, il n'y a pas la liberté religieuse, tout simplement parce que
la liberté religieuse, c'est une conséquence de la liberté de conscience. Mais ce n'est qu'une conséquence. Voilà. Donc ça, c'est pour la laïcité. Et donc, on peut être laïque et croyant, on peut être laïque et non-croyant, mais on peut être anti-laïque et athée, et on peut être anti-laïque et croyant. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une opinion, ce n'est qu'un principe d'organisation sociale. On est laïque quand on est d'accord avec ce principe d'organisation sociale de la loi de séparation, et on n'est pas laïque si on est contre. Et il y a des tas d'athées qui sont anti-laïques primaires. Parce que l'athéisme, c'est une conviction comme la croyance. Rien d'autre. Que ceux qui veulent me prouver la laïcité ou de me prouver sa croyance me téléphonent, je serais très intéressé à connaître leur démonstration mathématique ou physique ou scientifique. Problème de la démocratie. Là encore, problème. Pour la majorité de nos concitoyens, la démocratie, c'est quand il y a élection. Pour les combattants républicains de la Révolution française, c'est un des items sur les 6. Il en reste 5. Parce que Sieyès, lui, était favorable au gouvernement représentatif antidémocratique. Ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui en France, c'est le gouvernement représentatif antidémocratique de Sieyès, contre la démocratie de Condorcet. Parce que, bien évidemment, Condorcet disait il y a 6 items, bien sûr, l'élection, mais il en reste 5 autres. Il faut que toutes les idées puissent être émises, sur tous les supports nécessaires. Il faut que préalablement à l'élection, il y ait un débat entre toutes les idées. Vous voyez, par exemple, vous écoutez j'écoutais moi un débat politique sur la 5e chaîne, service public, 7 en l'air. Il y avait 5 personnes sur le plateau, ils étaient tous macronistes. Bon, là, c'est pas un débat démocratique, c'est pas un débat raisonné. Voilà. Et l'autre item, c'est il faut ce qu'on appelle aujourd'hui le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, et puis ensuite l'état de droit formé par une constituante. C'est tout ça la démocratie. Ce qui veut dire que si je prends comme définition Condorcet, 18e siècle, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes ni dans un système laïque, ni en démocratie. Voilà. Alors, 3e élément, la nation. La nation, elle se définit par 3 items. Il y a un item, c'est la géographie. C'est la nation sur un territoire. Le 2e item, c'est l'histoire. C'est une communauté qui a une histoire. Et le 3e item, c'est la culture. Voilà les 3 items pour définir une nation. Mais ça peut être une nation démocratique, comme ça peut être une nation qui n'est pas démocratique. Ça peut être une nation qui est laïque, ou une nation qui ne l'est pas. Avoir une histoire sur un territoire et une culture, ça ne présage pas des principes républicains ou pas qui, en fait, génèrent la façon de fonctionner. Alors, bien évidemment, si je dis dans une nation ça fonctionne lorsqu'un peuple s'institue en un corps politique souverain
ce moment-là, on est en République. Mais s'il n'y a pas un peuple qui se constitue en corps politique souverain, nous ne sommes pas en République. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a la République islamique d'Iran, comme il y avait les démocraties populaires en Europe de l'Est, qui étaient ni démocratiques ni populaires, etc. etc. Donc le problème est là. C'est le premier élément pour mener une bataille laïque, parce que la bataille, elle se mène dans la nation. C'est pour ça que moi j'ai trouvé le titre intéressant que le MS 21 portait, c'est-à-dire laïcité, démocratie, nation. Parce que la bataille, elle est dans la nation. Elle n'est pas entre trois laïcs qui se battent en duel à trifouiller les oies. Et dans la nation. Donc ça, c'est très important. Et cette nation, elle peut être républicaine ou pas. Donc ça, c'est le premier élément du dispositif que je vous propose. Qui n'est pas nouveau. Hein. Je reprends la tradition intellectuelle républicaine du XVIIIe et du XIXe siècle, y compris dans ses, je dirais, dans ses fondements du XXe et du XXIe siècle. Donc ça, c'est important. Mais lorsqu'on dit que la bataille, elle est dans la nation, il faut savoir si la nation, elle est indépendante, ou si la nation, elle rentre dans un ensemble un peu plus grand. Alors là, on arrive à des choses qui fâchent. On arrive à des choses qui fâchent parce qu'il y a certaines nations qui sont dans une structure qui s'appelle, par exemple, au hasard, l'Union européenne. Donc là, vous avez compris une chose, c'est que l'Union européenne, dans la définition que j'ai donnée, elle n'est ni laïque, ni démocratique, ni républicaine. Alors si vous menez, par exemple, un combat laïque sans tenir compte du fait que 80% du droit positif de la nation est réglé par l'Union européenne, qui impose par des directives, pas seulement par les traités, mais par des directives qui imposent, je dirais, des obligations qui empêchent la souveraineté de la nation. Alors bon, il y en a qui vont dire, il complexifie les choses. Mais non, je ne complexifie pas, je cherche le réel. J'étudie le réel. Le mot Jaurès a été prononcé plusieurs fois avant. Moi, je suis jaurétien jusqu'au bout des ongles. Mais la phrase fondamentale de Jaurès, c'est on part du réel pour aller vers l'idéal. Donc, avant de définir l'idéal, qui est probablement pour beaucoup d'entre nous un idéal laïque, ben, la première chose à faire, c'est analyser le réel. Alors, c'est quoi le réel? Vous voyez, aujourd'hui, on dit 120e anniversaire de la loi de 1905. Extraordinaire. Comme si la loi de 1905, écrite en 1905, était applicable en 2025. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Ben oui. Parce que la loi de 1905, elle existe toujours, mais elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et dans la hiérarchie des normes, lorsqu'il y a une opposition entre plusieurs textes législatifs, il y a une règle. La circulaire, le décret, la loi, la Constitution, le traité européen. Les traités sont plus importants que la Constitution plus importante que la loi plus importante que le décret plus important que la circulaire. Mais si vous avez deux lois qui sont contradictoires, ben c'est la loi la plus récente qui a raison. Donc si vous avez la loi de 1905, du 9 décembre 1905,
et une loi qui parle du même sujet, mais qui est plus récente. Dans les tribunaux, c'est la loi la plus récente qui est appliquée. Et quand j'ai rencontré Marsolon, vice-président du Conseil d'État en 1989, après que l'anti-laïque Lionel Jospin a fait sa loi du 10 juillet anti-laïque et qui supprimait les circulaires de Jean Zay du Front populaire, et que moi j'engueulais Marsolon en disant pourquoi vous avez fait l'arrêt, vous préparez un arrêt qui autorise les signes religieux à l'école, alors que les signes religieux à l'école, ils étaient interdits par le Front populaire. Mais il me dit, mais monsieur, le Conseil d'État ne fait pas la loi. Le Conseil d'État dit la loi. Et comme il y a la loi de Jospin, eh bien le Conseil d'État est obligé de dire la loi de Jospin. Mais c'était quoi la loi de Jospin? C'est une loi en fait qui était une loi scolaire. C'est la loi sur l'éducation du 10 juillet, tu vas chercher, loi du 10 juillet 1989, c'est une loi d'orientation scolaire. Mais dans cette loi d'orientation scolaire, on dit en substance, on s'appuie sur la Convention des droits de l'enfant, qui dit que les droits de l'enfant à l'intérieur de l'école et les droits de l'enfant à l'extérieur de l'école sont les mêmes droits. Donc là, il n'y a pas d'interdiction pour ce qu'il y a dans l'école publique. Voilà. Et il m'a dit, mais monsieur, en me parlant, mais vous avez raison, ce que vous dites est légitime, mais il faut vous battre pour une nouvelle loi. Et nous avons lancé l'opération dans un grand banquet du 21 octobre. Tous les laïcs devraient connaître ça. Le 21 octobre 1989, 1300 personnes, lancement de la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école. C'est une opération qui a été lancée par le Grand Orient de France. Parce qu'il y a un moment, il faut dire les choses. Voilà. Qui, postérieurement, a créé un collectif laïque national, etc., que certains connaissent. Voilà. Et donc, il y a eu une bataille qui a duré 13 ans. Voilà. Jusqu'au 18 octobre 2003, où le RPR et le Parti socialiste ont basculé au niveau de la loi. Nous, on était de gauche, alors on a été voir un par un les députés communistes qui, eux, brinque-ballaient un peu. Un par un. Donc on les a tous rencontrés. Voilà. Un tiers a quand même voté la loi. Et ça a donné la loi du 15 mars 2015. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc, la première chose, c'est analyser le réel. Vous voyez, quand on veut la bataille de la laïcité, aucun combattant laïque ne devrait militer sans connaître l'article 9.1 et 9.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est là où on est sûr de gagner au-dessus de la Cour de cassation. Vous voyez, c'est ça l'analyse du réel. Voilà. Ça veut dire que la phrase de Jean Jaurès, de partir du réel, et donc de se faire mal à la tête pour analyser le réel tel qu'il est, et non pas comme on le rêve. Et à partir de là, on définit une stratégie. On ne dit pas ça doit être comme ça parce que la laïcité c'est vachement bien. Non, c'est une bataille. Et donc il y a une stratégie, c'est-à-dire qu'on a un corps d'armée, on dit voilà on met ça, les fantassins ici, le truc là-bas, et là. Il y a une stratégie, et à ce moment-là on peut gagner. Et c'est comme ça que toutes les batailles ont gagné. Dernier point, et je m'arrête là. Il y a une phrase qui est la suivante. Jamais, je répète, jamais, une amélioration laïque a eu lieu dans l'histoire sans qu'il y ait en même temps, de façon concomitante, une avancée sociale. Les avancées laïques
Les avancées émancipatrices, ce sont des avancées qui se font dans des grands mouvements sociaux. Oui. La grande révolution anglaise de 1688, la Révolution française, la Commune de Paris. Je rappelle que la première séparation des églises et de l'État, c'est la Révolution française en 1794 et 1795, qu'ensuite il y a eu la deuxième séparation pendant la Commune de Paris, et la loi de 1905, ce n'est que la troisième séparation. Celle où les gens ils ont dit ben, on ne va pas faire la même erreur que ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'elle tient un peu plus longtemps. Mais maintenant, la loi de 1905, c'est pas suffisant pour défendre la laïcité, puisqu'il y a eu des lois contradictoires, comme je vous l'ai expliqué, qui ont été votées après. Donc ça veut dire que la laïcité fonctionne que de façon concomitante avec la bataille sociale. Et pourquoi on a un recul aujourd'hui? C'est qu'il y a des majorités des laïcs qui croient qu'on peut améliorer la laïcité uniquement en menant un combat laïque et en négligeant la bataille sociale. Parce que c'est quand les ouvriers et les employés sont mobilisés pour la laïcité que nous avançons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est 45% de la population française sont ouvriers ou employés. Et que les petits bourgeois du centre-ville, ils sont ultra minoritaires. Et quand c'est un homme, une voix, vous ne pouvez passer que si vous avez le nombre, le grand nombre. Et donc la liaison de la bataille sociale avec la bataille laïque, c'est une nécessité. C'est pas que c'est vachement sympa. C'est qu'il n'est pas possible de faire une avancée laïque sans mener un combat de gauche en étant laïque, social, aujourd'hui aussi écologique, bien sûr, mais toujours cette liaison avec le réel. Le réel, c'est le grand nombre. Je vous remercie de votre attention. Merci.